Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. D'abord, je vous salue amicalement, très heureux de revenir dans cette enceinte, afin de soutenir au nom du groupe Calédonie Ensemble cette motion de censure qui est déposée conformément à l'article 95 de la loi organique. Pourquoi ? Parce que près de 2 ans après le renversement du gouvernement issu des élections de 2009, pour un motif qui est le fait que le drapeau du FLNKS ne flottait pas sur 4 mairies du pays, dont celle de la foi, le temps est venu maintenant de tirer les enseignements de la séquence institutionnelle dirigée par la coalition formée par le Rassemblement UMP, l'Union calédonienne, l'Avenir Ensemble et le Parti travailliste. Puisque c'est bien, je cite Gilbert Thuénon, un véritable contrat moral et politique qui lie ces mouvements, pour reprendre donc son expression telle qu'il l'a utilisée dans la lettre qu'il a adressée au président du gouvernement le 8 mars 2012. Faisons donc le bilan de ce contrat moral et politique. C'est un bilan qui doit concerner aussi bien la mise en œuvre de l'accord de Nouméa, bien sûr, que les réformes économiques et sociales qui ont été annoncées dans la déclaration de politique générale du 28 novembre 2011. Sur la mise en œuvre de l'accord de Nouméa, alors que la loi organique dispose, je cite, que le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Le principe de collégialité n'a jamais été respecté au sein de l'exécutif. Pour la première fois depuis 1999, c'est-à-dire quels que soient les gouvernements qui se soient succédés, les secteurs dévolus aux membres du gouvernement ont été imposés par la coalition aux autres membres de l'institution. Cette répartition de secteurs a de surcroît été opérée en procédant à un démembrement des responsabilités dans certaines matières, ce qui ne favorise pas l'action gouvernementale ni sa lisibilité. 3 membres du gouvernement sont chargés des transferts de compétences, 3 également de l'enseignement, etc. Donc on tente de saucissonner des portefeuilles. La coalition a tout fait pour cantonner les autres membres du gouvernement à des domaines soit anecdotiques, la météorologie et la zone économique exclusive à Hélène Yekawé, soit créer de toutes pièces, la réglementation des professions libérales et des officiers publics et ministériels à Philippe Dunoyer, ou encore la procédure civile à moi-même dans les gouvernements Martine 3 et 4. Nous avons tenté à plusieurs reprises de sortir de cette difficulté, en étant cantonnés, le cas échéant, à des ministères techniques susceptibles de nous permettre d'exercer nos responsabilités sans entraver la volonté que la coalition exprimait de mettre en œuvre sa politique. Et les propositions que nous avons faites ont toujours été extrêmement limitées. Il s'agissait, en sus de l'enseignement primaire public, de confier à Hélène Yekawé l'enseignement primaire privé et de retirer la météo et la zone économique exclusive qui bien évidemment dépendent d'autres portefeuilles. Il s'agissait de rajouter au secteur de Philippe Dunoyer, le Médipôle de Koutiot, la santé, pour qu'il y ait une cohérence minimum sur un secteur technique, et de lui enlever la fonction publique, qui, je le rappelle, a d'abord été attribuée à M. Fawa pendant 3 semaines, ensuite à M. Briot pendant 1 mois et demi, et enfin imposée à Philippe Dunoyer à partir du 15 juin. Et puis enfin, nous avons également sollicité que la sécurité routière, qui est un démembrement du secteur habituel des infrastructures publiques et des transports, soit attribuée non pas à moi, mais à Philippe Dunoyer. Mais même ce transfert entre membres du gouvernement Calédonie Ensemble n'a pas été effectué. Je tiens d'ailleurs à remercier là-dessus le seul qui se soit investi pour en sortir, même si beaucoup d'autres choses nous opposent, c'est Gilbert Thuénon, qui, en tant que vice-président du gouvernement, à un moment a mené une médiation de façon à trouver les équilibres nécessaires, même si cette médiation n'a pas pu aboutir pour d'autres raisons politiques. Pour la première fois depuis 1999, la proportionnalité n'a pas été respectée. Ainsi, Calédonie Ensemble, 2e formation politique à l'issue des élections provinciales de 2009. Plus important groupe du Congrès avec le FLNKS et le Rassemblement UMP. Premier mouvement politique, 3 sièges sur 11 au sein du gouvernement, a été purement et simplement purgé de la quasi-totalité des organismes, comités et conseils d'administration au sein desquels les partis politiques disposent habituellement, depuis toujours dans notre Assemblée, d'une représentation proportionnelle à leur importance au sein de l'Assemblée.
Et j'y siège depuis avril 1988, c'est-à-dire depuis 25 ans, et je dois dire que quelles qu'aient été les circonstances politiques, ce principe a toujours été respecté. Pour la première fois depuis 1999, la déclaration de politique générale a été préparée par les élus de la coalition majoritaire, sans consulter les autres membres du gouvernement, ni ceux issus du Palika, ni ceux issus de Calédonie Ensemble, les deux étant persona non grata dans cette coalition. Cette position allait de soi puisque le président du rassemblement UMP, à l'origine de cette coalition, avait déclaré sur une radio locale de manière extrêmement claire le 2 avril 2011, je cite, « Philippe Gomes et Paul Néaoutine ne sont pas dans le schéma d'avenir. Ainsi en a-t-il été décidé. » La collégialité n'existe plus dans le fonctionnement courant de l'institution. Les élus qui ne font pas partie de la coalition ne participent ni à l'élaboration des projets de budget dans leurs grands équilibres, ni aux réunions préparatoires des arbitrages budgétaires. Les réunions dites de collégialité se limitent à la lecture de l'ordre du jour des réunions hebdomadaires du gouvernement. La plupart des textes importants ne sont remis aux élus des groupes ne faisant pas partie de la coalition que 48 heures avant la séance, voire directement en séance. La coalition décide seule des comptes rendus des réunions du gouvernement comme des autres communications de l'exécutif. Enfin, le président de l'exécutif engage régulièrement le gouvernement censé être collégial sans le consulter, et je crois même pouvoir dire sans consulter la coalition elle-même. Ses prises de position sur la date du comité des signataires, sur l'organisation d'un référendum sur le nom du pays, sur le rachat des parts de la SIC et de la BCI, sur le boycott d'un comité de pilotage sur l'avenir institutionnel, sur le classement de l'espace maritime de la Nouvelle-Calédonie en zone protégée, ou encore à l'ONU, sur la situation politique du pays, sont autant d'atteintes au principe de collégialité. Certaines décisions vont encore plus loin, puisque sans consultation aucune du gouvernement, sans délibération du Congrès, sans la moindre inscription budgétaire, le président de l'institution a par lettre du 13 juin 2012, resté occulte, passé une commande ferme de surface de bureau pour près de 3 milliards de francs au promoteur d'un projet immobilier situé au centre-ville. Ces éléments soulignent à quel point les principes de consensus et de proportionnalité, qui constituent pourtant la clé de voûte du fonctionnement collégial et solidaire du gouvernement, ont été foulés aux pieds. Et quand je pense au combat qui a été mené par l'Union calédonienne 5 années durant, de façon à faire en sorte que l'accord de Nouméa soit respecté, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du gouvernement, je considère véritablement que nous avons fait depuis lors nettement machine arrière. Pourtant, dès mars 2011, la coalition avait indiqué que la collégialité serait l'alpha et l'oméga de son fonctionnement. Une organisation particulière avait même été définie, avec la création de 9 pôles de compétences, je cite, pour prendre toutes les décisions en commun. Si quelqu'un a des nouvelles de ces pôles, qu'il nous en parle. Malgré cela, au sein même de la coalition, alors a fortiori au sein du gouvernement, la collégialité est restée largement virtuelle. Ainsi, dans une lettre du 8 mars 2012, adressée au président du gouvernement, le vice-président déclarait, je le cite, « Sur plusieurs dossiers politiquement sensibles, j'ai à déplorer la façon dont nous avons été associés, ou pas, à la définition de leurs orientations fondamentales, laissant chez nous le sentiment persistant et dérangeant qu'on veut nous mettre devant le fait accompli. » Ou encore, je le cite toujours, « Je déclare que le traitement de certains dossiers ne fasse pas l'objet d'une concertation préalable, permettant de gérer nos désaccords ou simplement de chercher à harmoniser nos avis. » Au-delà du fonctionnement du gouvernement, l'accord de Nouméa est en panne sur les sujets majeurs. Rien sur la mise en œuvre du point 1.5 de l'accord relatif aux signes identitaires. Rien sur la protection de l'emploi local dans la fonction publique. Rien sur le schéma d'aménagement et de développement en Nouvelle-Calédonie 2025. Rien sur une véritable politique de prise en compte des langues et de la culture kanak dans notre système éducatif malgré de nombreuses incantations. Même le rééquilibrage, qui Dieu sait a fait l'objet de débats nourris dans notre Assemblée, reconnu par le Conseil d'État comme un objectif à valeur constitutionnelle, a été remis en cause. Ainsi, le fonds d'électrification rurale, qui a été créé en 1983 par le Conseil de gouvernement de Chibaou, et qui a permis de faire en sorte qu'un rattrapage significatif soit effectué à l'échelle du pays, permettant le raccordement de nombreux foyers en tribu et dans les vallées. Même le fonds d'électrification rurale a fait l'objet des coupes de la coalition dans ce domaine-là, et les crédits qui y sont affectés ont été réduits de 14% au cours de l'année écoulée. Quant à la mise en œuvre des transferts de compétences, élément fondamental s'il en est, puisqu'il conditionne l'émancipation du pays conformément à l'accord, et la confiance de la population dans cette émancipation.
Ils ont subi une régression. Cela a été le cas dans le domaine de l'enseignement, où la convention qui a été signée avec l'État ravale la Nouvelle-Calédonie au rang de spectateur de la gestion de son propre service public. Soit un ralentissement notable, faute d'une action cohérente et collégiale, qui a conduit l'État à proposer, lors du dernier comité des signataires, la création d'une structure pérenne de suivi. C'est une excellente chose et c'était plus que jamais indispensable. Quant à l'insertion régionale, où on devait voir ce qu'on allait voir avec cette coalition, elle est en marche arrière. Alors qu'en août 2010, à Port Vila, le Forum des îles du Pacifique avait indiqué dans un communiqué final, après un travail important du gouvernement que je présidais et le concours notamment de Jean-Louis d'Angleberme, qui avait été effectué une tournée préalable dans l'ensemble des pays membres du Forum des îles du Pacifique, le Forum indiquait l'intérêt exprimé par la Nouvelle-Calédonie pour son accession à terme au statut de membre à part entière, et le Forum s'en félicitait. Le sujet, depuis lors, n'a plus été mentionné. Il est tombé dans le triangle des Bermudes, ni à Auckland en septembre 2011, ni aux îles Cook en août 2012. Alors qu'un accord avait été acté non sans mal avec le bureau politique du FLNKS, puisque comme chacun sait, il y a une divergence entre les différentes mouvances, entre celles qui souhaitent que la Nouvelle-Calédonie puisse se substituer au FLNKS au sein du groupe mélanésien du fer de lance, et celles qui souhaitent que le FLNKS en reste membre. Nous avions trouvé un point d'équilibre qui était le suivant, qui avait été négocié avec le bureau politique du FLNKS, au terme duquel le FLNKS restait membre du groupe mélanésien du fer de lance, et la Nouvelle-Calédonie siégeait en tant qu'observateur. C'était un premier pas respectant la volonté politique des uns et la volonté politique des autres. Au total, aujourd'hui, cette proposition a également disparu. Alors qu'une visite de haut niveau, rassemblant les présidents des institutions du pays, ceux des 3 provinces, du gouvernement, du Congrès, avec le haut-commissaire, avait été programmée en Nouvelle-Zélande en 2011, à l'instar de celle qui avait été menée en Australie en mars 2010. Ce déplacement a été annulé à 2 reprises, ce qui, bien sûr, pour reprendre l'expression de Gilbert Thuénon, génère des conséquences désastreuses pour nos relations avec ce grand voisin. Ensuite, nous avions initié une coopération bilatérale renforcée avec l'Australie, non pas uniquement des visites ministérielles avec de grandes déclarations sur les plateaux télé et qui s'évanouissent une fois que la visite est terminée, mais de façon à aller plus loin, des rencontres annuelles entre nos administrations pour traiter les sujets d'intérêt commun dans le domaine des bourses, du tourisme, de l'économie. Les premières se sont tenues à la fin de l'année 2010. L'exercice, depuis lors, n'a jamais été réédité. Enfin, et pour en terminer, sans que ce soit exhaustif, alors qu'une convention avait été passée avec le ministère des Affaires étrangères et de l'Outre-mer, après une longue négociation, permettant la mise en place de délégués de la Nouvelle-Calédonie dans 5 ambassades de France dans la zone Pacifique, celle-ci n'a été signée qu'au bout d'1 an, et aujourd'hui, 2 ans après, un seul délégué a été nommé à ce jour. Tel est le bilan qu'on peut qualifier de consternant de la coalition dans l'exercice de la seule compétence régalienne qui aujourd'hui, au travers de l'accord de Nouméa, relève de la souveraineté partagée entre la France et la Nouvelle-Calédonie, et donc qui par là même a une importance et une acuité particulière. Enfin, la construction du destin commun, pilier essentiel de l'accord, est fragilisée par le creusement des inégalités, la politique d'apartheid visant à pérenniser les squats, les tentatives de mise en place d'une citoyenneté d'exclusion qui conditionnerait les dispositifs sociaux à une condition de résidence de 10 ans, et la montée du racisme. Même les valeurs de la démocratie ont pu être remises en cause à un moment donné, certains semblant vouloir refuser la règle du vote majoritaire pour la présidence du Congrès, celle-ci étant quand même directement issue du corps électoral validé par les Calédoniens dans le cadre de l'accord de Nouméa. Sur le respect de l'état de droit, le refus du gouvernement d'appliquer l'accord de Nouméa a été sanctionné à plusieurs reprises par le juge. Ainsi, à la demande des membres du gouvernement issus de Calédonie Ensemble, le tribunal administratif a contraint, en délivrant une injonction, le président du gouvernement qui s'y refusait à recruter le nombre minimum de collaborateurs prévus par le règlement intérieur, c'est-à-dire 3 collaborateurs par membre du gouvernement. Je rappelle qu'aujourd'hui, la coalition dispose de 55 collaborateurs et que les 3 membres Calédonie Ensemble en disposent de 9. Le gouvernement, voyant que cette décision était condamnée par le tribunal, a modifié le règlement intérieur
pour supprimer un nombre minimum de collaborateurs. Ça s'appelle un détournement de pouvoir. C'est ce qui a été sanctionné une nouvelle fois par le juge administratif, et la modification du règlement intérieur qui a été faite par ce gouvernement a été annulée au motif que le juge a rappelé que certes, chaque membre du gouvernement avait un secteur d'animation et de contrôle, mais que chaque membre du gouvernement aussi participait à la gestion collégiale des affaires de la compétence du gouvernement. Et que dès lors, au-delà du secteur d'animation et de contrôle, chaque membre du gouvernement avait une responsabilité particulière qui devait le conduire à disposer d'un nombre de collaborateurs minimum. Le juge a condamné cette modification du règlement intérieur pour atteinte à la lettre de la loi organique et de l'accord de Nouméa. Le tribunal administratif a également jugé que la condition de résidence de 10 ans pour l'octroi du minimum vieillesse n'était pas conforme aux dispositions de l'accord de Nouméa. Quant au recours engagé d'une part contre la délibération attribuant les secteurs de l'administration et d'autre part contre la décision du président du gouvernement de passer outre un refus de contreseing, il reste pendant devant la Cour administrative d'appel. De nombreux arrêtés du gouvernement et plusieurs délibérations du Congrès préparés par l'exécutif ont également été censurés. L'arrêté accordant sans aucun critère une subvention de 100 millions à certains producteurs d'énergie, annulé, au mépris des compétences de la loi organique réservée au Congrès. Le refus d'agréer la société INAER pour le marché des évasanes. La représentativité des organisations patronales au sein de la commission paritaire de l'emploi local. Enfin, la délibération relative aux conditions d'octroi des aides financières est sur le point d'être censurée. Enfin, pour la première fois dans l'histoire de nos institutions, l'élection du président du Congrès a été invalidée par le Conseil d'État. Sur les réformes économiques et sociales, reprenons les textes, les déclarations qui ont été faites ici. Dans la déclaration de politique générale, le président du gouvernement avait précisé, je le cite, le 31 août 2009, une déclaration de politique générale nous a été présentée, à laquelle nous avons, les uns et les autres, globalement adhéré, et dans laquelle notre gouvernement s'inscrit. Donc en réalité, on travaille toujours sur la déclaration de politique générale que j'avais prononcée ici au nom du gouvernement il y a maintenant près de 4 ans. Le président du gouvernement complétait en disant ceci, loin de nous l'idée de revenir sur ces engagements. 2 ans après la mise en place du gouvernement de la coalition, il n'est pas inutile de faire un bilan. 2 ans après, malgré les recommandations de l'autorité nationale de la concurrence, pour l'intervention de laquelle nous avons œuvré sans relâche, et le rapport du Sérum sur le sujet, l'exécutif n'a pris aucune mesure concrète de lutte contre la vie chère, mis à part un arrêté relatif au contrôle des prix, lesquels ne sont pas en fait susceptibles, eu égard aux effectifs de la DAE, d'être véritablement contrôlés. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avions tenté de faire créer quelques postes supplémentaires au sein de cette direction. À ce jour, le gouvernement s'est contenté de parapher les accords économiques et sociaux avec 6 mois de retard, et encore après que l'intersyndicale ait été bloqué les grilles du gouvernement. 2 ans après, faute de réformes structurelles, l'équilibre financier du RUAM reste incertain et la pérennité de la CLR menacée. Le financement du complément retraite de solidarité et du minimum vieillesse n'est pas assuré. La question de la couverture maladie complémentaire, qui est essentielle dans notre pays. Je rappelle que 35% des retraités, parmi les plus modestes, n'ont pas de couverture maladie complémentaire, que 40% des employés, que 50% des ouvriers n'ont pas de couverture maladie complémentaire. Texte essentiel sur lequel Marie-Noëlle Timbrot avait travaillé et avait été mandatée. Ce sujet-là n'est toujours pas traité. Quant au régime de retraite des travailleurs indépendants, non plus. 2 ans après, et c'est probablement le fait le plus marquant et le plus emblématique de cet échec, la délibération du Congrès qui a été adoptée en grande pompe ici, sauf par nous, le 1er septembre 2011, qui prévoyait une réforme de la fiscalité indirecte au 1er janvier 2013, nous dit la délibération du Congrès, n'a débouché que sur l'instauration d'une TGA à 5%, finalement repoussée au calende grec 2 mois seulement avant la date prévue pour son entrée en vigueur. La réforme de la fiscalité directe, qui faisait aussi l'objet de cette délibération cadre du Congrès du 1er septembre 2011, elle aussi, dans la délibération, on nous dit prévue début 2013, n'a elle non plus jamais vu le jour. Quant aux mesures relatives aux plus-values immobilières que cette délibération précisait, et aux activités d'assurance que cette délibération notait, il était dit dans la délibération, sans attendre, virgule, serait proposé avant la fin de l'année 2011. Nous sommes à la fin de l'année 2012, et en ce qui concerne
la taxation des plus-values immobilières et des activités d'assurance, nous attendons toujours le commencement d'un début de texte. 2 ans après, les outils de programmation des politiques publiques ne sont pas arrêtés. Et Dieu sait que là aussi, au sein du Congrès, la question des schémas en avait passionné un certain nombre. Schéma des transports, schéma de l'énergie et du climat, schéma de rénovation de la fonction publique. Schémas qui étaient engagés, avancés, et qui aujourd'hui ne sont toujours pas portés devant notre Assemblée. Et j'insiste notamment là-dessus sur le schéma Nouvelle-Calédonie 2025, qui est un engagement clair de la loi organique et de l'accord. 2 ans après, et malgré le transfert effectif de l'enseignement primaire privé et secondaire public et privé le 1er janvier 2012, le projet éducatif calédonien est au point mort. Le grand débat sur l'avenir de l'école calédonienne et les 60 recommandations de la Commission ayant fait l'objet d'un enterrement de première classe par la coalition, ce qui est bien regrettable. 2 ans après, de très nombreuses réformes prévues par la déclaration de politique générale de 2009, reprise par celle de 2011, n'ont toujours pas vu le jour. La loi antitrust, l'intéressement et la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, l'allocation pour la garde de jeunes enfants, la création d'une redevance d'extraction minière et d'un fonds pour les générations futures, la réduction des charges sur les bas salaires, la loi sur l'air, l'ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications, et ainsi de suite. Et enfin, 2 ans après, la situation économique du pays est fortement dégradée. Les chiffres sur l'emploi, publiés par l'Institut de la statistique et des études économiques, montrent, je cite, que l'emploi dans le secteur privé recule pour la première fois, alors qu'une croissance annuelle supérieure à 2% a toujours été constatée au cours des 10 dernières années, dépassant même parfois les 6%. Pour la première fois de la décennie, l'emploi dans le secteur privé recule dans notre pays. De nombreuses entreprises, chacun le sait, ont engagé des licenciements. La situation est particulièrement inquiétante dans le secteur du bâtiment, qui a déjà mis fin à de nombreux CDD et contrats d'intérim, avec une perte d'emploi estimée par l'Institut de la statistique à 6%. Je rappelle que le secteur du bâtiment est l'un des principaux secteurs employeurs du pays, avec plus de 10 000 salariés déclarés. Le nombre d'entreprises placées en redressement judiciaire est en forte augmentation, doublement, entre le 2e trimestre 2011 et le 2e trimestre 2012. De même que celui des liquidations judiciaires, plus 20%. Et enfin, en matière de lutte contre la vie chère, c'est-à-dire aussi de pouvoir d'achat des salariés, nous avions négocié, non sans mal, avec les organisations patronales et syndicales, une convention cadre de revalorisation des bas salaires entre 1 et 1,5 HMG, c'est-à-dire entre 150 et 225 000 francs CFP. Cette négociation qui avait été qualifiée d'historique par les syndicats et qui a été possible parce qu'une part du patronat a accepté de jouer le jeu, a permis la revalorisation de 5% des salaires compris entre 1 et 1,5 SMG en 2010, 5% en 2011 et 5% en 2012. Aujourd'hui, la négociation des accords de branche est engagée. Et les négociations se situent autour de 0%. Et c'est normal, parce que vu la situation économique, vu le fait que la réduction des charges sur les bas salaires n'a pas été mise en œuvre, contrairement aux engagements qui avaient été pris en faveur des entreprises, il est clair que ces négociations aujourd'hui auront des difficultés à se situer à un autre niveau. Enfin, signe de l'absence de confiance des ménages et des acteurs économiques, puisque j'ai vu qu'un certain nombre disaient qu'il n'y a pas de crise, ni politique, ni économique, ni sociale. L'Institut d'émission d'outre-mer, je cite, relève que la croissance des dépôts à vue s'est nettement ralentie en 2011, plus 0,5 en 2011, contre plus 15% en 2010. Ralentissement qui s'est encore amplifié en 2012. Plus grave encore, les dépôts des entreprises, qui avaient progressé de 14% en 2010, toujours selon l'Institut d'émission d'outre-mer, ont baissé de 2% en 2011 et enfin de 2% en 2012. Situation économique et financière du pays particulièrement dégradée au terme de ces 2 années d'activité gouvernementale de la coalition. On attend toujours un plan de relance du BTP, un plan pour le maintien de l'emploi qui permettrait d'adoucir les difficultés économiques que connaissent les Calédoniens. Au bilan, le gouvernement a pris un retard considérable dans la mise en œuvre des réformes économiques et sociales nécessaires au maintien de la cohésion du pays et à l'application des dispositions de l'accord de Nouméa. Nous ne saurions être complets et objectifs
sans évoquer quelques lumières qui sont apparues ces derniers mois au sein de notre Assemblée, après des tensions considérables liées aux résultats des élections législatives. D'abord, une transition à la présidence du Congrès entre Roch Wamitan et Gérard Poadja, qui, après une période difficile, s'est faite dans un respect mutuel. Et je remercie Roch Wamitan d'avoir bien voulu faire en sorte que cette transition se passe de cette manière-là. L'avis favorable unanime rendu par la Commission de la législation et de la réglementation générale sur la création de la commission visant à rechercher en commun un drapeau exprimant l'identité kanak et le futur partagé entre tous. Et là, je remercie l'ensemble des groupes politiques qui ont participé à cette commission d'avoir bien voulu rendre un avis favorable sur ce projet qui était depuis 2 ans en instance sur le bureau du Congrès. Et enfin, une autre lumière, c'est que les recommandations de la commission du grand débat sur l'avenir de l'école calédonienne ont pu être exhumées et ont fait l'objet d'une séance plénière du Congrès qui les a validées et qui nous permet d'engager un travail qui maintenant sera essentiel pour rétablir l'égalité des chances dans notre pays, parce que c'est bien de ça dont il est question. Le destin commun passe par le rétablissement de l'égalité des chances. Mais si quelques lumières ont pu traverser ces derniers temps l'hémicycle, le fonctionnement du gouvernement est quant à lui demeuré dans l'obscurité. Nous avions dit après les élections législatives que nous souhaitions simplement avoir notre place raisonnable dans les institutions. Cette place raisonnable au sein du gouvernement, elle passait par le fait que les portefeuilles qui nous soient attribués puissent l'être dans le cadre d'une conciliation et d'un consensus permettant au gouvernement de fonctionner de manière plus raisonnable et plus responsable dans le cadre de la collégialité telle qu'elle est prévue par l'accord de Nouméa. Depuis les élections, aucune avancée d'aucune sorte n'a été opérée en ce qui concerne la répartition des portefeuilles, malgré les demandes minimes que Calédoniens Ensemble a formulées depuis l'origine. C'est pourquoi, pour sortir de cette situation et créer les conditions d'une nouvelle stabilité de l'exécutif, permettre également un nouvel élan aux réformes économiques et sociales, Calédoniens Ensemble a pris l'initiative de proposer aux autres groupes politiques du Congrès l'ouverture de discussions pour un changement concerté de gouvernement. Cette démarche a été entreprise, non pas de manière incantatoire, mais sur la base d'un projet politique réduit aux 12 prochains mois, qui s'intitulait « 12 chantiers nécessaires à une mise en œuvre complète de l'accord de Nouméa avant les élections provinciales de 2014 » et 12 réformes économiques, sociales et culturelles prioritaires, parce qu'en 12 mois, bien évidemment, il faut proposer des choses réalistes, de façon à ce que les Calédoniens, au total et au bout du compte, ne soient pas déçus. Notre ambition était de rendre utiles les 12 mois qui nous séparent des échéances électorales de 2014, et je crois que nous aurions pu le faire de manière raisonnable si la main que nous avons tendue avait été saisie. Mais force est de constater que cette initiative constructive s'est heurtée au refus de principe des états-majors de la coalition, même si un certain nombre d'individus ont pu nous indiquer qu'ils partageaient notre souci. L'un des états-majors a nié toute crise politique, économique et sociale, et il fallait donc poursuivre avec le gouvernement actuel. Quant à l'autre état-major, il ne nous a même pas permis d'effectuer un échange sur le sujet, malgré nos demandes réitérées. Cette démarche n'ayant pas pu aboutir, il est proposé en Congrès, en application des dispositions de l'article 95 de la loi organique, de mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote de la présente motion de censure. Cette perspective permettra à chaque groupe politique et à tous les élus du Congrès de se positionner en toute transparence sur la nécessité ou pas de renouveler l'exécutif pour restaurer le principe de collégialité dans le fonctionnement du gouvernement, pour engager les réformes économiques et sociales attendues par les Calédoniens et pour garantir l'application pleine et entière de l'accord de Nouméa. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Monsieur le Président, merci. Je ne serai pas très long. Je voudrais simplement dire ici, et tout le monde ici dans cet hémicycle est bien au courant, nous sommes dans le gouvernement depuis le début. Et depuis le début, nous n'avons jamais essayé de renverser le gouvernement, malgré quelquefois les difficultés qui peuvent arriver, constatées au sein du fonctionnement du gouvernement. Aujourd'hui, je crois que c'est un moment important pour l'histoire de la démocratie dans notre pays. Tous les jours,
dans nos commissions, dans les séances publiques que nous tenons dans les diverses collectivités, nous pratiquons cette démocratie. Mais aujourd'hui, je crois que c'est un moment inédit dans la mesure où c'est la première fois qu'une motion de censure est déposée par un groupe politique. Et tout à l'heure, j'entendais une intervention à dire que cette motion de censure n'est pas valable dans un gouvernement comme celui de la Nouvelle-Calédonie, où c'est un gouvernement qui fonctionne de manière collégiale. Mais la collégialité, si c'est une notion qui est difficile, eh bien, c'est une notion qui a été voulue au moment de l'accord. Parce qu'il y a certains membres du gouvernement qui se sont dit qu'on sera toujours minoritaire dans ce pays. Minoritaire dans ce pays parce que ça a été voulu que les Kanaks soient minoritaires dans ce pays. Et en pratiquant la démocratie, eh bien, les représentants des indépendantistes au gouvernement seront toujours minoritaires. Et donc si on a choisi ce concept de collégialité dans le gouvernement, c'est pour pouvoir donner la parole à ces représentants du peuple qui sont minoritaires. Donc la collégialité est malgré tout quelque chose de très important. Et donc aujourd'hui, nous avons la possibilité de débattre de cette motion de censure sur les problématiques que l'on rencontre dans le fonctionnement du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Au terme de cette motion de censure, il va y avoir un vote. Eh bien, que le vote soit favorable ou défavorable, eh bien, on aura l'occasion, ici, dans cet hémicycle, de dire ce que l'on pense. Eh bien, nous nous disons que c'était important quand même de tenir et de discuter de cette motion de censure pour dire qu'il y a quand même des choses au niveau du gouvernement qui ne marchent pas comme ça devrait l'être. Et donc, c'est bien d'en débattre ici. Et donc, maintenant, je voudrais poser une question au président du gouvernement. Il y a une question éminemment politique qui a fait l'objet de toutes nos discussions ces derniers temps, c'est la modification de la clé de répartition. Eh bien, au comité de signataires, il y a eu des discussions et des propositions qui ont été faites. Qu'est-ce que le gouvernement entend faire pour la suite? Sachant que, eh bien, vous avez dit, le gouvernement collégial, un des représentants du gouvernement collégial a dit, tant qu'il n'y a pas la modification de la clé de répartition, il n'y aura pas de grandes réformes. Notamment sur la réforme globale de la fiscalité, parce que vous avez dit la réforme globale de la fiscalité emmènerait des financements de l'indépendance. C'est ça ce que vous avez dit. Et financer l'indépendance, c'est ce que vous dites. Mais nous savons bien ici dans cet hémicycle que trouver des financements pérennes pour la Nouvelle-Calédonie, c'est pour financer les besoins futurs de la Nouvelle-Calédonie et du pays. Et nous savons qu'ils sont là. Et nous les avons identifiés. C'est pour ça qu'à un moment donné, l'ensemble des groupes politiques, eh bien, nous avons adopté la réforme de la fiscalité. Et quelques temps après, nous avons fait marche arrière. Monsieur le Président, il y a eu des discussions au comité de signataires, des décisions. Est-ce que vous allez revenir pour permettre à la commission spéciale fiscalité de pouvoir mener ses travaux à terme? Voilà, Monsieur le Président. On donnera la déclaration tout à l'heure de la motion de censure. Voilà, merci. Oui, Monsieur le Président, merci. Je remercie l'ensemble des élus du Congrès ainsi que le président du gouvernement d'avoir chacune et chacun à son niveau contribué au débat. Le débat démocratique, c'est pas un gros mot. Il n'y a pas une seule et unique ligne, il n'y a pas une seule et unique vérité. Chacun porte en soi une part de la vérité et la question qui nous est posée, c'est comment on arrive à les faire converger pour bâtir un destin commun. Mais pour arriver à les faire converger, encore faut-il accepter d'en débattre. La motion de censure, c'est un instrument normal de contrôle démocratique. Ce n'est pas un gros mot non plus, motion de censure. Pour celles et ceux qui ont lu la loi, on peut en déposer une par session du Congrès, qu'il s'agisse de la session administrative ou de la session budgétaire. Donc si au bout de 2 ans, nous avons décidé de la déposer aujourd'hui, pour faire en sorte que chacune et chacun prenne ses responsabilités, je ne vois pas en quoi nous avons dévoyé le système démocratique, en quoi nous n'avons pas respecté la loi organique.
En quoi nous n'avons pas respecté l'accord de Nouméa. Enfin, en ce qui concerne la date que nous avons choisie, c'est justement une date qui vise à faire en sorte que le Congrès soit le moins dérangé possible dans ses travaux. Nous aurions pu la déposer avant, nous avons fait en sorte que la visite ministérielle s'exécute, que le comité des signataires se passe, et enfin que cette séance soit arrêtée pour le vote du budget. Et c'est pour ça que nous avons déposé cette motion de censure le mardi, pour que les 2 jours prévus par la loi s'écoulent, et que le vendredi, nous puissions, en même temps que le budget, examiner cette motion de censure. Donc il est dans le souci, justement, de ne pas déranger inutilement les membres du Congrès qui ont, chacune et chacun le sait, des collectivités dans lesquelles ils ont des responsabilités et au sein desquelles ils ont vocation à siéger d'ici le 31 décembre. Et enfin, si jamais par extraordinaire les débats ce soir n'étaient pas terminés, nous aurions tout à fait la possibilité de finaliser le budget lors des 2 séances qui sont prévues les 27 et le 28. Tout le reste relève de l'invention pure et simple. En ce qui concerne la situation politique actuelle qui nous est largement mise sur le dos, je dirais simplement qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas pris l'initiative de renverser un gouvernement en février 2011. Qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas posé de préalable fiscal. Et qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas non plus organisé de boycott de comité que j'avais moi-même demandé. Donc l'ensemble des ingrédients de la situation politique actuelle, comme Jean-Pierre Djaoué l'a dit à sa manière, est lié à la responsabilité de chacune et de chacun d'entre nous. Je veux bien en prendre ma part, mais pour autant, les uns et les autres ont une part également à assumer. En ce qui concerne le fonctionnement du gouvernement, oui, je le répète, nonobstant les interventions qui ont été faites par Simon Louécotte et Didier Leroux, c'est la première fois qu'une délibération répartissant les portefeuilles n'est pas adoptée à l'unanimité. Ça n'a jamais été le cas. La répartition des portefeuilles, ça n'est jamais évident, on le sait. Mais pour autant, au bout de quelques jours, parfois de quelques semaines, on trouve des compromis plus ou moins satisfaisants pour faire en sorte de les répartir, ces portefeuilles. Ça a toujours été le cas, y compris, Simon, quand tu étais effectivement réticent sur le secteur de la fonction publique et que dans les discussions, on t'avait proposé le secteur de la santé. En ce qui concerne maintenant le fait que des secteurs résiduels nous aient été attribués et imposés, Didier Leroux a explicité tout à l'heure ce qui s'était passé en 2004 et les secteurs qui étaient imposés aux membres du rassemblement UMP. Je vais les rappeler. Pierre Frogier, chargé du commerce extérieur et des relations avec l'Union européenne. Marianne Deveau, chargée du secteur de la santé et du handicap. Briot, Jean-Claude, chargé du secteur des finances et du budget. Maurice Ponga, chargé du secteur de la jeunesse et des sports. Je ne vois rien de résiduel dans ces secteurs qui ont été attribués. Je vois de vrais secteurs qui ont permis à ces 4 membres du gouvernement, dès lors qu'ils l'avaient décidé, de travailler. Oui, la collégialité n'est pas respectée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le tribunal administratif, dans la décision qu'il a rendue le 6 décembre 2012, considérant que les membres du gouvernement ne sont pas seulement chargés de l'animation et du contrôle d'un ou plusieurs secteurs de l'administration, mais qu'ils participent aussi à la gestion collégiale des affaires de la compétence du gouvernement. La décision prise par le gouvernement méconnaît à la fois le principe de collégialité du gouvernement et le principe de libre exercice par ses membres de leurs fonctions. Voilà ce qu'a dit le tribunal administratif, n'en déplaise à un certain nombre. Oui, la collégialité n'existe pas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le vice-président du gouvernement. Sur plusieurs dossiers politiquement sensibles, j'ai à déplorer la façon dont nous avons été associés ou pas à la définition de leurs orientations fondamentales, laissant chez nous le sentiment persistant et dérangeant qu'on veut nous mettre devant le fait accompli. Pour tout dire, j'ai le sentiment qu'on est revenu à une période que l'Union calédonienne connaît bien, et Rocco-Habitant en particulier, nonobstant sa déclaration incendiaire. C'est la période 99-2004, où devait être élu un vice-président FLNKS, et où ça n'a pas été le cas, où un secteur résiduel, même s'il a été adopté, a été réservé à l'Union calédonienne, et où, au bout du compte, le bureau du membre du gouvernement de l'Union calédonienne a eu l'électricité coupée et le téléphone coupé. Voilà ce qui s'est passé à cette période-là de l'histoire. Je regrette que quelque part, par une porte dérobée aujourd'hui, celle de la coalition, on y revienne. En ce qui concerne le tribunal administratif, il s'est prononcé à 1001 reprises sur un certain nombre de décisions. Je n'y reviendrai pas. En ce qui concerne maintenant le texte de la motion, je souhaite retirer un membre de phrase qui est inexact.
c'est effectivement, et là je rejoins le président du gouvernement quand je dis rien n'a été fait en ce qui concerne le schéma 2025. C'est faux, on aurait dû dire le schéma 2025 n'est toujours pas finalisé. Mais c'est vrai, je le sais bien par ailleurs, qu'un travail important a été accompli au cours de l'exercice écoulé, donc je vous demande de corriger la motion à ce niveau-là. En ce qui concerne maintenant l'insertion régionale, je tiens quand même à dire quelques mots. Nous comparer à la Polynésie pour devenir membre à part entière du Fonds intercommunal de péréquation, c'est méconnaître l'histoire du pays et le processus dans lequel nous sommes engagés. Bien évidemment, nous n'avons rien à voir. Nous sommes engagés dans un processus d'émancipation et c'est à ce titre-là que nous pouvons devenir membres à part entière du Forum des îles du Pacifique. Ensuite, en ce qui concerne le fer de lance, je reprends uniquement la déclaration de Victor Tutugoro à la suite de la visite de la délégation dont il a été question tout à l'heure, qui indiquait l'indépendance du pays constituait un préalable à la substitution du FLNKS par la Nouvelle-Calédonie au sein du groupe. Voilà la déclaration officielle qui a été faite. C'est pour ça que la position de compromis qui a été posée à l'époque et qui avait été acceptée par le bureau politique du FLNKS, c'était que la Nouvelle-Calédonie siège en tant qu'observateur et que le FLNKS reste en tant que membre. Et ça me paraissait une position raisonnable qui permettait de concilier les impératifs politiques des uns et des autres. Enfin, il y aura une marque incontestablement de la coalition en matière politique régionale, c'est bien sûr Bainimarama. Là, il est incontestable que la volonté que nous avons eue d'accueillir le dictateur fidjien sur notre sol lorsqu'il menait la délégation du groupe Fer de Lance, heureusement qu'elle s'est opposée localement à certains partis politiques, dont Calédonie Ensemble, et au plan national, à l'objection du Quai d'Orsay. Autrement, effectivement, nous aurions été la seule zone avec la Chine à accueillir ce dictateur. Enfin, mes chers collègues, pour en terminer, la motion de censure que nous avons déposée au nom de notre groupe politique dépasse très largement la question du changement ou pas de ce gouvernement. Ce qui est en jeu, ce sont les fondements mêmes de l'accord de Nouméa. Et je regrette de ne pas en être un signataire, de ne pas faire partie de cette caste qui a un droit de vie et de mort sur l'accord, puisqu'elle l'a signé. Mais, vous savez, il y a ceux qui ont signé et il y a ceux qui ont décidé de le faire vivre de manière pleine et entière, tel qu'il a été conçu. Et oui, cet accord structure notre vie politique, institutionnelle, économique et sociale depuis 14 ans maintenant. Nous n'accepterons pas un fait simple, quelles qu'en soient les conséquences politiques. Que le principe de consensus soit foulé aux pieds dans le fonctionnement du gouvernement et que des secteurs de compétences soient imposés à des membres de l'institution, car c'est la matrice même de l'accord de Nouméa en ce qui concerne l'exécutif du pays qui sera ainsi dévoyé. Bien sûr qu'à un moment, si le consensus n'est pas possible, il doit y avoir une décision majoritaire, mais tant qu'on n'est pas allé au bout de l'exercice du consensus, la décision majoritaire ne doit pas s'appliquer. N'accepterons jamais non plus que la collégialité, qui est le corollaire indispensable de la solidarité, pas de collégialité gouvernementale, pas de solidarité gouvernementale, tout ça n'a aucun sens. Donc dès lors que la collégialité n'existe pas, il y a deux réunions au gouvernement, une réunion dite de collégialité restreinte, qui rassemble la coalition, qui est la réunion de fond où on décide des choses, et une réunion dite de collégialité où on déroule l'ordre du jour du gouvernement sans ni capacité à débattre, ni documents disponibles. Donc oui, le retour à la collégialité et le retour à la nécessaire solidarité gouvernementale. Nous n'accepterons non plus jamais que le principe de proportionnalité soit bafoué et qu'un groupe du Congrès, nous aujourd'hui, vous demain, quel qu'il soit, ne puisse plus exprimer sa différence au motif qu'il ne fait pas partie de la majorité et qu'il soit en conséquence éliminé de toute représentation dans les organismes du pays. Les organismes du pays, lorsqu'il y a 3, 4 ou 5 représentants, il n'y a pas de raison que chaque groupe politique ne dispose pas d'un représentant en son sein. 10 organismes ont été cités par Harold Martin, il y en a 100 dont nous sommes exclus et dont une part de la liste a été donnée. Ces organismes-là, si on veut porter la voix des Calédoniens qui nous ont fait confiance les uns ou les autres dans cette Assemblée, nous devons y être représentés. C'est une obligation pour le gouvernement d'avoir les groupes représentés, c'est une obligation pour la commission permanente, c'est une obligation pour le bureau du Congrès, et ça ne serait pas une obligation pour les organismes du pays. On voit à quel niveau aujourd'hui la perversion dans la mise en œuvre de la coalition est au rendez-vous. Enfin, nous n'accepterons jamais que la citoyenneté calédonienne, qui fonde les relations entre les communautés au-delà de leur histoire ou de leur culture, et qui nous permet collectivement de nous projeter vers un destin commun, est un périmètre qui s'affranchisse de ce qui a été constitutionnalisé. Nous sommes, par définition,
et depuis l'origine favorable à la citoyenneté calédonienne. Nous considérons que c'est le véritable apport de l'accord de Nouméa, ce qui a permis de transcender et de dépasser nos histoires respectives pour essayer de construire une histoire commune. Mais le peuple calédonien a validé cet accord, et il a validé les restrictions que comporte cette citoyenneté. Elles sont de 2 ordres, il n'y en a pas 10, on ne les invente pas au fur et à mesure chaque jour qu'on se lève. Il y a une restriction sur le corps électoral majeure, il y en a une sur l'emploi local majeur. Sur le reste, l'accord de Nouméa ne prévoit rien, et si on veut écrire un autre accord à côté de l'accord, il faudra attendre les négociations sur la sortie. Donc c'est pour ces principes que nous nous battons aujourd'hui. C'est donc une raison qui va bien au-delà de notre place dans les institutions. Nous avons une certaine idée du pays émancipé que nous avons vocation à construire ensemble, un pays de droit où la règle s'impose à tous les citoyens, à tous les lobbies et à tous les acteurs politiques, économiques ou sociaux, quels qu'ils soient. Un pays de liberté, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté d'information, liberté de penser différemment sans pour autant être puni ou exclu. Un pays de solidarité, solidarité entre les territoires du Nord, du Sud et des îles, solidarité entre les ethnies, solidarité entre les générations. Et enfin, un pays de respect, respect des identités et des cultures, respect des histoires de chacun, respect de ce qui fait nos différences. Enfin, un pays émancipé au sein de la République. Non pas pour que des pouvoirs nouveaux soient exercés par une caste, dont le seul Graal est la conquête du poste. Une caste qui n'est intéressée que par les oripeaux du pouvoir et qui trouve toujours les moyens de se retrouver au-delà des ethnies ou des idéologies, ici comme ailleurs. Mais au contraire, une émancipation solide, réfléchie, pleinement exercée et en toute responsabilité. C'est ce pays-là que Calédonie Ensemble veut construire. C'est le sens de notre engagement, le socle de notre détermination. Voilà pourquoi nous voterons la censure de ce gouvernement de la coalition.